Un homme riche humilie un sans-abri devant tout le monde, mais il regrette quand il découvre la vérité. La pluie tombait doucement sur la place Saint-Michel, enveloppant Paris d'une mélancolie presque poétique. Au milieu des passants pressés, un vieil homme était assis, immobile, une photographie serrée dans ses mains tremblantes. Ses vêtements usés et son regard vidé d'espoir semblaient raconter une vie marquée par des pertes et des douleurs indicibles. Personne ne s'arrêtait, personne ne le voyait, jusqu'à ce que la berline noire arrive. Un homme en costume, un millionnaire puissant et arrogant, descendit de la voiture. Ce qu'il fit ensuite, sous les regards silencieux des passants, fut choquant. Mais ce qu'il allait découvrir sur ce vieil homme changerait tout. Une rencontre inattendue, un secret enfoui, et une vérité capable de bouleverser les vies. De liker cette vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Conclusion, la vie est faite de rencontres inattendues, de décisions lourdes de conséquences, et parfois de vérités qui nous transforment. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme riche et d'un sans-abri, c'est une leçon sur l'humanité, le pardon et la rédemption. Auriez-vous eu la force de Pierre pour porter un tel fardeau? Et si vous étiez à la place de Marc, auriez-vous eu le courage d'affronter votre passé et d'y apporter des réparations? Chaque action, chaque mot, peut marquer la vie d'une autre personne de manière indélébile. Cette histoire nous rappelle que même les blessures les plus profondes peuvent engendrer des actes de bonté et des ponts vers un avenir meilleur. Alors, prenez un instant pour réfléchir. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour transformer une douleur, une erreur ou une tragédie en une lumière pour quelqu'un d'autre? Si cette histoire vous a touché, soutenez notre chaîne en vous abonnant, en likant cette vidéo et en la partageant avec vos proches. Ensemble, nous pouvons continuer à raconter des histoires qui inspirent et qui réchauffent le cœur. Merci de nous suivre et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti et ce que vous auriez fait à leur place. Chapitre 1. La confrontation sous la pluie. Une après-midi pluvieuse enveloppait Paris d'un voile gris. Sur la place Saint-Michel, animés malgré le ciel chargé, les passants se pressaient sous leurs parapluies, évitant soigneusement les flaques d'eau qui s'accumulaient entre les pavés. À l'entrée du célèbre café Les Deux Amis, un vieil homme était assis, les épaules courbées, sous un manteau élimé. Son visage, creusé par les années, portait une expression de mélancolie presque insoutenable. Pierre Laurent, un sans-abri que certains habitués reconnaissaient vaguement, tenait dans ses mains tremblantes une photographie ancienne, soigneusement protégée par un plastique jauni. Ses doigts s'accrochait au cadre fragile, comme s'il s'agissait d'un trésor. Quand il tendit une main hésitante vers les passants, il murmura quelque chose, un appel à l'aide à peine audible, noyé dans le clapotis de la pluie. Une berline noire s'arrêta en double file devant le café, éclaboussant le trottoir en freinant brusquement. Marc Chevalier, un homme au costume impeccablement coupé, descendit précipitamment, tenant un parapluie qu'il ouvrit avec un claquement sec. Son visage trahissait une irritation profonde, conséquence d'une journée trop chargée et des embouteillages parisiens interminables. Alors qu'il marchait rapidement vers le café, son regard se posa sur Pierre. Il ralentit, fronçant les sourcils. Encore ce spectacle, lâcha-t-il avec un soupir agacé. Marc s'arrêta net devant Pierre, dominant de toute sa stature l'homme assis. Son ton monta d'un cran, attirant l'attention de quelques clients derrière la vitre embuée du café. « Vous pensez vraiment que mendier ici, sous la pluie, va changer quoi que ce soit? Vous n'avez donc aucune dignité ?» Pierre leva les yeux. Son regard fatigué croisa celui de Marc. Mais il ne répondit pas. Ses mains se crispèrent autour de la photographie. « C'est pitoyable. Vous salissez le quartier. » « Monsieur !» Autour d'eux, quelques passants ralentirent, hésitant entre continuer leur chemin et s'attarder sur cette scène gênante. À l'intérieur du café, une jeune femme murmura à son compagnon « Il pourrait simplement l'ignorer. Quelle cruauté !» Mais Marc ne semblait pas se soucier des murmures. Son regard restait fixé sur Pierre, comme s'il cherchait à l'écraser sous le poids de son mépris. Finalement, il plongea une main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une pièce brillante. Il la lança au sol d'un geste désinvolte. « Prenez ça et essayez de faire quelque chose de votre vie. » La pièce roula jusqu'aux pieds de Pierre. Marc, sans attendre une réaction, tourna les talons et entra dans le café, refermant son parapluie avec un claquement sonore. À l'intérieur, il salua brièvement le serveur et commanda un café noir, ignorant les regards furtifs des clients. Dehors, Pierre ramassa lentement la pièce. Ses mains tremblèrent davantage, mais son visage resta impassible. Il baissa les yeux vers la photographie. Une petite fille souriante tenant un bouquet de fleurs des champs. Au dos de l'image, des mots écrits à la main, presque effacé par le temps. « À mon papa adoré, avec tout mon amour, Sophie. » Il serra la photo contre sa poitrine et une larme solitaire glissa sur sa joue creusée. Ses lèvres bougèrent à peine, laissant échapper un murmure à peine audible. « Pardon, ma petite. » La pluie s'intensifiait,
couvrant la place d'un rideau d'eau. Les passants, indifférents ou mal à l'aise, continuaient leur chemin, mais une tension sourde flottait dans l'air. Et tandis que Pierre restait immobile, figé dans son chagrin silencieux, le monde autour de lui poursuivait sa course, comme si rien ne s'était passé. Chapitre 2. Sous le poids des regards. Le claquement de la porte du café. Les deux amis résonna encore un instant dans la rue alors que Marc Chevalier disparaissait à l'intérieur, échappant à la pluie battante. À l'extérieur, la scène semblait figée. Pierre, toujours accroupi, fixait la pièce entre ses doigts, tremblant. Le métal froid semblait lui brûler la peau, mais ce n'était pas la honte qui l'envahissait. C'était autre chose, un poids écrasant qu'aucune pièce d'or ne pouvait alléger. Les passants continuaient de défiler sous leurs parapluies multicolores, jetant de temps à autre des regards furtifs à l'homme accroupi. Certains détournèrent les yeux rapidement, gênés par le spectacle, d'autres ralentissaient, comme s'ils cherchaient à comprendre ce qui venait de se jouer. Une femme âgée, vêtue d'un manteau bleu marine élimé, s'arrêta un instant et sembla hésiter. Elle ouvrit sa bouche, prête à dire quelque chose, mais se ravisa et reprit son chemin, emporté par le flot des passants. Pierre, lui, ne bougeait pas. Ses mains serraient à la photographie de Sophie comme une ancre dans un océan de douleur. Il releva lentement la tête, son regard se perdant dans les lumières floues des lampadaires, où la pluie tombait en fines gouttelettes scintillantes. À l'intérieur du café, Marc, assis à une table près de la fenêtre, observait la scène d'un œil distrait, tout en sirotant son café noir. Son visage restait impassible, presque ennuyé, comme si cet épisode n'avait été qu'une parenthèse insignifiante dans sa journée. Pourtant, une étincelle de malaise effleurait ses pensées, mais il l'écarta rapidement, concentrant son attention sur son téléphone portable qui vibrait. Le serveur, un jeune homme aux traits fatigués, s'approcha timidement pour poser l'addition sur la table. Marc leva les yeux, le remercia d'un léger signe de tête avant de reprendre sa lecture d'email. Derrière le comptoir, le gérant du café, un homme d'âge mûr à la moustache parfaitement taillée, observait discrètement son client le plus célèbre. Marc Chevalier, le magnat de la technologie, était un habitué du quartier. Son pouvoir et son influence imposèrent le respect. Mais aujourd'hui, même le gérant ne pouvait ignorer l'inconfort qui pesait dans l'atmosphère du café. Dehors, Pierre se redressa péniblement, s'aidant d'une main posée sur son genou. La pluie alourdissait son manteau, rendant chaque mouvement plus difficile. Il regarda une dernière fois la pièce dans sa main, puis la glissa dans sa poche avec un soupir. La photographie, elle, restait serrée contre sa poitrine, protégée de l'eau. Ses pas le menèrent lentement vers l'abri d'un porche, où il s'assit sur une marche humide. Les éclats de lumière des vitrines de la rue dansaient sur son visage marqué par le temps. Ses pensées tournaient en boucle autour des mots de Marc. « Vous n'avez jamais été personne, et vous ne le serez jamais. » Une douleur sourde lui compressait la poitrine. Mais ce n'était pas le mépris de Marc qui pesait le plus. Non, c'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Un bruit discret de pas résonna dans l'abri. Une silhouette s'approcha, hésitante. C'était une petite fille, peut-être 8 ans, tenant une ombrelle rouge bien trop grande pour elle. Elle s'arrêta devant Pierre, ses yeux curieux et pleins de compassion. « Monsieur, vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Pierre releva la tête, ses yeux fatigués rencontrant ceux de l'enfant. Un sourire timide apparut sur ses lèvres, un sourire fragile, presque imperceptible. « Deco. Non, ma petite, mais merci. » La fillette resta un instant immobile. Puis elle glissa une barre de chocolat qu'elle tenait dans sa poche sur le banc à côté de lui avant de s'éloigner en sautillant sous son parapluie. Pierre, ému, regarda le chocolat, puis tourna son regard vers la rue où les lumières des réverbères s'effaçaient peu à peu sous l'intensité de la pluie. Dans l'ombre, un souvenir surgit, un souvenir qu'il avait tenté d'enterrer. Une voix douce, un rire cristallin, Sophie, ça, Sophie. Il ferma les yeux et serra la photographie encore plus fort contre son cœur. Et tandis que la nuit parisienne se déployait, Pierre resta là, perdu entre la douleur du passé et l'incertitude du présent, tandis que la ville, elle, continuait de vivre comme si de rien n'était. Chapitre 3. Les ombres du passé. La pluie s'était apaisée au petit matin, laissant derrière elle des pavés luisants et une brume légère qui s'élevait des rues parisiennes. Pierre, encore enveloppé dans son manteau trempé, émergea de son abri, sous le porche. Ses mouvements étaient lents, empreints de cette fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais aussi de l'âme. La photographie de Sophie était toujours serrée contre sa poitrine, légèrement froissée, mais intacte. Il marcha jusqu'à un petit square voisin, où des bancs encore humides bordaient des arbres dégarnis par l'automne. Pierre s'assit sur l'un d'eux, sortit la photo et la contempla sous la lumière du matin naissant. Ses lèvres murmurèrent des mots inaudibles,
comme s'il parlait à la Sophie de la photographie. Un bruit de vélo fit tourner sa tête. Un livreur en uniforme bleu s'arrêta pour consulter son téléphone, jetant un regard rapide à Pierre avant de reprendre sa route. Cette interaction brève ramena Pierre à la réalité. Les Parisiens continuaient leur vie, indifférents à sa douleur. Mais dans cette indifférence, il y avait une étrange consolation. Marc Chevalier, lui, était déjà assis dans son bureau, situé au sommet d'un immeuble haussmannien. La vue panoramique sur Paris s'étendait devant lui, mais ce matin-là, il semblait incapable d'en profiter. Son esprit était troublé, hanté par une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer. Sur son bureau en verre parfaitement organisé, une tasse d'espresso fumait encore. Ses doigts tapotaient distraitement l'écran de son téléphone, mais il n'arrivait pas à se concentrer sur ses emails. Son esprit revenait sans cesse à la scène de la veille, non pas à l'homme qu'il avait humilié, mais à l'objet qu'il tenait, cette photographie. Marc avait toujours été maître de ses émotions, un homme de logique et de contrôle. Mais cette image, ce visage d'enfant, une partie enfouie de lui, ne pouvait pas l'ignorer. Il fouilla dans sa mémoire, tentant de trouver une explication. Pourquoi ce visage semblait-il si familier? Était-ce une simple coïncidence ou quelque chose de plus profond? Il fut tiré de ses pensées par un coup discret à la porte. Élodie, son assistante dévouée, entra avec une pile de dossiers. « Monsieur Chevalier, voici les documents pour la réunion de 10 heures. Les investisseurs attendent votre validation sur les nouvelles acquisitions. » Marc hocha la tête, prenant les dossiers sans un mot. Mais Élodie, qui travaillait pour lui depuis plusieurs années, remarqua immédiatement son air absent. « Vous allez bien, monsieur? Vous semblez préoccupé. »« Ce n'est rien, Élodie. Merci, » répondit-il, d'un ton coupant qui mettait fin à toute tentative de conversation. Une fois seul, Marc ouvrit l'un des dossiers, mais les mots sur la page semblaient danser devant ses yeux. Incapable de se concentrer, il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait sous lui, vaste et indifférente, tout comme il s'était toujours efforcé de l'être. Mais quelque chose en lui commençait à se fissurer. Dans une rue plus modeste de Paris, Pierre s'arrêta devant une petite épicerie. Le commerçant, un homme d'un certain âge, le reconnut immédiatement. « Pierre, mon vieux, tu es encore debout à cette heure? Entre, va, j'ai un reste de soupe pour toi. » Pierre esquissa un sourire fatigué et entra dans l'échoppe chaleureuse. Le commerçant, François, était l'un des rares à lui adresser la parole avec bienveillance. En échange d'un peu d'aide pour ranger quelques caisses, Pierre recevait souvent un repas chaud et une tasse de café. Alors qu'il s'asseyait à une petite table au fond du magasin, il déposa la photographie sur la table devant lui. François, curieux, jeta un coup d'œil. « C'est ta fille, n'est-ce pas ?» Sophie, Pierre hocha la tête, les yeux baissés. « Oui, ma Sophie, elle aurait eu 30 ans aujourd'hui, » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. François se tut, respectant la douleur de son vieil ami. Mais Pierre, cette fois, sembla décidé à parler, à partager ce poids qui le rongeait depuis si longtemps. « François, tu sais pourquoi je suis dans la rue? Pourquoi ma vie a basculé ?» Le commerçant posa sa main sur l'épaule de Pierre, un geste simple, mais chargé de soutien. « Je n'ai jamais voulu te poser la question, Pierre. Je me suis dit que tu parlerais quand tu serais prêt. » Pierre inspira profondément, serrant la photographie entre ses doigts. « C'est à cause de ce que j'ai perdu et de celui qui m'a tout pris. » Ces mots résonnèrent dans l'espace exigu de l'épicerie, porteur d'une douleur profonde et de mystères encore à dévoiler. Dans ce silence lourd, Pierre sentit que l'histoire qu'il avait enterrée pendant des décennies s'apprêtait à refaire surface, prête à bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de Marc Chevalier, qu'il connaissait bien plus qu'il ne l'avait laissé paraître. Chapitre 4. Les liens brisés. Le vent s'était levé à Paris, faisant danser les feuilles mortes sur les trottoirs. Pierre quitta l'épicerie de François avec une énergie étrange, comme si le simple fait d'avoir évoqué le nom de Sophie avait ravivé quelque chose en lui. Il tenait la photographie serrée dans sa main droite, marchant sans but précis, mais une idée commençait à germer dans son esprit. Ses pas le menèrent jusqu'au pont Neuf, où il s'arrêta pour observer la Seine qui coulait en contrebas. Le clapotis de l'eau, mêlé au grondement lointain des voitures, créait une mélodie familière et apaisante. C'était ici, il y a des années, qu'il venait avec Sophie pour regarder les péniches passer. Il se souvenait encore de son rire clair, de ses petites mains qui attrapèrent les siennes avec insistance. Mais ce souvenir heureux fut brutalement interrompu par une autre image, celle de la nuit où tout avait changé, la nuit où Sophie avait disparu. Chez Marc Chevalier, la matinée avançait lentement, mais pour lui, chaque minute semblait un fardeau. Assis dans son bureau, il fixait le calendrier électronique de son écran sans vraiment le voir. Une réunion venait de se terminer, mais il n'avait retenu aucun des chiffres présentés. Il se leva et, dans un geste inhabituel, ouvrit le tiroir de son bureau. Là, sous une pile de documents inutiles, il retrouva ce qu'il cherchait. Une vieille boîte métallique, cabossée,
et légèrement rouillé sur les bords. Il hésita un instant avant de l'ouvrir. À l'intérieur, des photos, jaunies par le temps, étaient soigneusement empilées. Il les sortit une à une, des visages, des lieux, des moments figés dans un passé qu'il avait tenté d'oublier. Mais son souffle se coupa lorsqu'il tomba sur une photo particulière. 2 enfants, un garçon et une fille, souriant timidement à l'objectif. C'était la même photo que celle qu'il avait vue dans les mains de Pierre. Un frisson glacial parcourut sa colonne vertébrale. Cette photo, il la connaissait trop bien. Dans une ruelle sombre près de Bastille, Pierre s'était arrêté devant une vieille porte en bois. Elle portait les marques du temps, tout comme lui. Mais c'était là qu'il devait aller. Il frappa doucement, hésitant. La porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris relevés en un chignon lâche. Son regard s'éclaira de surprise en le voyant. « Pierre, mon Dieu, c'est toi ?»« Oui, Hélène, c'est moi. » Hélène, une ancienne connaissance de Pierre, l'invita à entrer. Son petit appartement, encombré de livres et de souvenirs d'un autre temps, respirait une chaleur simple et réconfortante. « Cela fait des années. Je pensais que tu avais quitté Paris, » dit-elle en posant une tasse de thé devant lui. « J'aurais dû, mais je ne pouvais pas partir tant que... » Pierre s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Hélène attendit patiemment, sachant que ces mots viendraient en temps voulu. « Sophie » murmura Pierre en sortant la photographie de sa poche. Hélène fixa la photo et son visage se figea. « Cette photo, je me souviens, c'était l'été où tout a basculé, » termina Pierre d'une voix grave. Hélène ferma les yeux un instant, comme si elle revivait elle aussi les souvenirs enfouis. « Et maintenant, tu veux affronter ce que tu as toujours fui, n'est-ce pas ? Pas seulement ça, je veux des réponses. Et je sais que Marc Chevalier est la clé. » Hélène tressaillit en entendant ce nom. « Ah, Marc Chevalier, cet homme d'affaires, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ?» Pierre hésita un instant avant de répondre, mais son regard, chargé de détermination, ne laissait aucun doute sur ses intentions. Plus que tu ne l'imagines. Il m'a tout pris, Hélène, tout. Et maintenant, il va se souvenir. Dicky Conti. Pendant ce temps, Marc, assis à son bureau, tenait toujours la photographie entre ses doigts. Chaque détail, chaque visage semblait crier un souvenir qu'il avait soigneusement enfoui. Mais un détail particulier le hantait, les yeux de la petite fille. Ils étaient si familiers, et pourtant, il ne parvenait pas à les replacer dans son histoire. Il sentit une étrange sensation monter en lui, un mélange de peur et de culpabilité qu'il ne pouvait expliquer. Pour la première fois depuis longtemps, Marc Chevalier, le puissant homme d'affaires, se sentit vulnérable, et quelque chose lui disait que cette photo et l'homme qui la tenait allaient y bouleverser tout ce qu'il avait construit. Chapitre 5. Les cicatrices du passé. Pierre quitta l'appartement d'Hélène à la tombée de la nuit. Les rues de Paris, éclairées par les réverbères vacillants, semblaient plus silencieuses, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les mots d'Hélène résonnaient encore dans sa tête. « Tu es sûr que tu veux faire ça, Pierre ? Aller à sa rencontre ? C'est rouvrir des blessures qui ne se sont jamais refermées. » Mais Pierre était déterminé. Rouvrir ses blessures n'était pas un choix, c'était une nécessité. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de cette confrontation qu'il avait évitée pendant des décennies. Sous un pont, il s'arrêta pour se reposer. Les souvenirs l'assaillirent, sans merci. Il revoyait Sophie, courant dans les champs un été lumineux, son rire clair résonnant comme une mélodie. Mais ce souvenir était toujours suivi par l'image de cette nuit fatidique, les lumières aveuglantes, le bruit fracassant et le silence qui avait suivi. Ce silence assourdissant qui avait marqué la fin de tout. Pendant ce temps, Marc Chevalier était dans son appartement luxueux, situé au dernier étage d'un immeuble haussmannien. Il était seul, un verre de vin rouge à la main, assis dans un fauteuil près de la fenêtre. La photographie qu'il avait trouvée dans son bureau était posée sur la table basse devant lui, comme un fantôme silencieux. Il la regardait, incapable de détourner les yeux. Quelque chose en lui savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Cette photo avait une histoire, et il en faisait partie. Mais pourquoi ne pouvait-il pas s'en souvenir clairement ? Il attrapa son téléphone et composa un numéro. « Élodie, trouvez-moi toutes les informations possibles sur un homme nommé Pierre Laurent. Je veux tout savoir. »« Bien sûr, monsieur Chevalier. Je m'en occupe immédiatement. » Marc raccrocha et vida son verre d'un trait. Il se leva, traversant l'immense salon au parquet brillant, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Une agitation grandissait en lui, un pressentiment qu'il n'arrivait pas à apaiser. Le lendemain matin, Pierre se tenait devant l'imposant immeuble où se trouvait le siège des entreprises Chevalier. Les grandes lettres dorées brillaient sous le soleil timide, un contraste saisissant avec l'ombre qui pesait sur son cœur. Il respira profondément, sa main serrant toujours la photographie dans sa poche. Il n'était pas là pour mendier, ni pour quémander une excuse.
Il était là pour obtenir des réponses. En entrant dans le hall, il sentit immédiatement le regard du personnel sur lui. Ses vêtements usés et son allure fatiguée détonnaient dans cet environnement de marbre et de verre. Une réceptionniste, élégamment vêtue, s'avança vers lui avec un sourire crispé. « Monsieur, puis-je vous aider ? Je viens voir Marc Chevalier, répondit Pierre d'une voix ferme. La réceptionniste haussa un sourcil, visiblement sceptique. Avez-vous un rendez-vous ? Non, mais il me verra. Dites-lui que Pierre Laurent est ici. La femme hésita, son regard passant de Pierre à un agent de sécurité posté non loin. Mais quelque chose dans le regard de Pierre l'empêcha de le repousser immédiatement. Elle fit un signe à l'agent et décrocha le téléphone pour appeler le bureau de Marc. Marc était en pleine réunion lorsque son téléphone d'entreprise vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils en voyant le nom de la réception. « Je vous avais demandé de ne pas me déranger », dit-il sèchement en décrochant. « Je suis désolé, monsieur Chevalier, mais un homme nommé Pierre Laurent est ici. Il insiste pour vous voir. » Marc sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Le nom résonna en lui comme une cloche lointaine. « Faites-le attendre, j'arrive. » Il raccrocha, se leva et quitta la salle de réunion sans un mot. Ses collègues échangèrent des regards confus, mais personne n'osa poser de questions. Dans le hall, Pierre attendait, immobile, mais chaque seconde qui passait semblait étirer le temps. Lorsqu'il aperçut Marc descendre par l'escalier central, son cœur s'accéléra. Marc, avec sa prestance habituelle, marchait d'un pas mesuré, son regard fixé sur l'homme qu'il avait humilié quelques jours plus tôt. Lorsqu'ils furent face à face, Marc prit la parole le premier. « Alors, c'est vous, que voulez-vous » Pierre sortit lentement la photographie de sa poche et la tendit à Marc, ses yeux fixant les siens avec une intensité qui transperça l'homme d'affaires. « Vous souvenez-vous de ça, Marc » Marc prit la photo, son visage restant impassible. Mais à l'intérieur, une tempête commençait à se lever. « Où avez-vous eu ça » demanda-t-il, sa voix plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Pierre sourit, un sourire triste et lourd de sens. « Vous ne vous souvenez toujours pas, n'est-ce pas ? Mais vous allez vous souvenir, vous allez tout vous rappeler. » La tension entre eux était palpable, comme si le hall lui-même retenait son souffle. Marc savait que cette rencontre allait changer sa vie, mais il ne pouvait pas encore deviner à quel point. Chapitre 6. L'éveil des souvenirs. Marc serra la photographie dans ses mains, ses yeux scrutant chaque détail comme s'il pouvait y trouver une réponse immédiate. Le visage des deux enfants sur l'image, si familier, mais pourtant voilé par le temps, éveillait en lui un tourbillon de sensations qu'il ne comprenait pas. Il releva les yeux vers Pierre, le regard dur, mais une pointe d'incertitude perçait son masque de froideur. « Expliquez-vous, qui êtes-vous vraiment ? Et pourquoi avez-vous cette photo ?» demanda Marc d'un ton tranchant, cherchant à reprendre le contrôle de la situation. Pierre, impassible, planta ses yeux fatigués dans ceux de Marc. « Vous savez très bien qui je suis, Marc. Ou plutôt, vous le saviez. Mais vous avez tout oublié, n'est-ce pas ? Ce que vous avez fait, ce que cela m'a coûté, ce que cela nous a coûté. » Les mots de Pierre frappèrent Marc comme une gifle. Il resta silencieux un instant, décontenancé. Une part de lui voulait chasser cet homme immédiatement, mais une autre était irrésistiblement attirée par cette vérité qu'il semblait connaître. « Venez avec moi », finit par dire Marc, avant de se tourner et de marcher vers l'ascenseur. Pierre suivit, ses pas lourds, résonnant sur le sol en marbre. Les employés présents dans le hall les regardaient passer en silence, la tension palpable. Dans l'ascenseur, un silence pesant s'installa entre eux, interrompu seulement par le bourdonnement des câbles. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau de Marc, ce dernier referma la porte derrière eux. Il fit signe à Pierre de s'asseoir, mais celui-ci resta debout, les épaules droites, tenant son regard fixé sur Marc. « Parlez, je veux tout savoir », ordonna Marc en s'asseyant derrière son bureau, tentant de retrouver son autorité habituelle. Pierre posa lentement la photographie sur le bureau de Marc. « Cette photo a été prise il y a 30 ans. Vous êtes ce garçon, Marc. Et cette fille, c'est Sophie, ma fille. » Le cœur de Marc rata un battement. Il détourna instinctivement les yeux de l'image, comme si la vérité qu'elle contenait était trop lourde à affronter. « Sophie » murmura-t-il, la voix hésitante. Pierre hocha la tête, les mains tremblantes, mais résolue. Elle avait 8 ans, elle adorait la photographie, et elle vous adorait. Marc, vous étiez inséparables, comme frère et sœur, jusqu'à ce que tout bascule. Marc secoua la tête, les souvenirs commençant à émerger comme des éclats d'un miroir brisé. Il se revoyait, enfant, courant dans un jardin avec une petite fille aux cheveux dorés. Son rire résonnait encore dans ses oreilles, doux et innocent. Mais ensuite, une ombre, une nuit, une voiture, des cris. « Non », murmura Marc, se levant brusquement. « Ce n'est pas possible. Vous mentez. Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de tout ça ?» Pierre s'approcha du bureau, le regard plein de douleur. « Parce que vous avez fui, Marc. Votre famille vous a protégé. Ils ont tout fait pour effacer cette nuit de votre mémoire. Mais moi, je n'ai jamais pu oublier. Je ne peux pas oublier le moment où Sophie m'a été arrachée. » Marc se laissa tomber dans son fauteuil,
le souffle court. « Sophie, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il, la voix brisée. Pierre ferma les yeux, rassemblant son courage pour raconter ce qu'il n'avait jamais pu dire à personne. « C'était une nuit d'été. Vous jouiez tous les deux dans le jardin. Vous avez voulu traverser la route pour récupérer son cerf-volant. Elle vous a suivi et la voiture est arrivée. » Marc sentit son estomac se nouer. Des fragments de cette nuit s'éclairaient enfin dans son esprit. Les phares éblouissants, le cri de Sophie, et lui, paralysé, incapable de bouger. « Mais ce n'était pas ma faute. Je n'ai rien fait, » balbutia Marc, comme pour se convaincre lui-même. « Vous aviez 8 ans, Marc. Vous n'étiez qu'un enfant. Mais votre famille a décidé de faire disparaître la vérité. Ils m'ont acheté mon silence. Ils ont enterré Sophie et m'ont laissé seul avec ma douleur. Et vous êtes parti vivre une vie que vous ne méritez pas. » Les mots de Pierre frappèrent Marc comme un coup de poignard. Il regarda l'homme debout devant lui, ses épaules voûtées par des années de souffrance. Pour la première fois depuis longtemps, Marc Chevalier, l'homme puissant et implacable, se sentit minuscule. Un long silence s'installa dans le bureau, uniquement brisé par le tic-tac de l'horloge murale. Marc se leva lentement, prit la photographie dans ses mains et la contempla une fois de plus. « Je ne savais pas », murmura-t-il. Pierre hocha la tête, un mélange de colère et de tristesse dans ses yeux. « Maintenant, vous savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette vérité ?» Marc resta silencieux, incapable de répondre. Il savait que cette confrontation n'était que le début et que sa vie, à partir de cet instant, ne serait plus jamais la même. Chapitre 7. Les murs qui s'effondrent. Le silence lourd dans le bureau de Marc Chevalier était presque palpable. L'homme d'affaires, habituellement si sûr de lui, semblait maintenant figé dans une contemplation douloureuse. Pierre, de son côté, le regardait avec une intensité presque accablante, comme s'il cherchait à percer les couches de déni et de rationalisation qui enveloppèrent Marc. « Ce n'est pas seulement une histoire que je suis venu raconter, Marc, c'est une vérité que vous devez affronter, » dit Pierre d'une voix grave. Marc tourna la photographie entre ses doigts, comme s'il espérait que le simple acte de l'observer encore et encore lui apporterait des réponses. « Pourquoi venir maintenant? Après toutes ces années, pourquoi ne pas avoir simplement tourné la page ?» demanda Marc, bien que la réponse lui semblait déjà évidente. Pierre inspira profondément, s'appuyant légèrement sur le bord du bureau. « Parce que je n'ai jamais pu tourner la page. Vous avez continué votre vie. Vous avez réussi, prospéré, alors que la mienne s'est arrêtée cette nuit-là. Chaque jour, depuis, je revis cet instant. Et je me demande comment vous avez pu l'oublier. » Marc leva les yeux vers lui, le visage assombri par un mélange de culpabilité et de confusion. « Je ne l'ai pas oublié, Pierre. Je l'ai enterré. » Le passé refait surface. Dans un appartement cossu du 16e arrondissement, Marc se plongea dans des souvenirs qu'il avait enfouis si profondément qu'ils semblaient presque irréels. Après le départ de Pierre, il était rentré chez lui, incapable de rester dans son bureau. La photo était posée sur la table basse devant lui, une présence silencieuse qui semblait remplir la pièce d'une tension invisible. Un verre de whisky à la main, Marc revoyait les images floues de son enfance, la maison familiale dans la campagne française, ses parents toujours si distants, et Sophie, la fille pleine de vie qui illuminait ses journées. Il se souvenait vaguement de ses rires, des moments partagés, mais à chaque fois, son esprit se heurtait à un mur. Cette nuit, les détails lui échappaient encore, mais les émotions, elles, revenaient comme une vague. Il décrocha son téléphone et composa le numéro d'Élodie, son assistante. « Élodie, trouvez-moi tous les documents que vous pouvez sur un accord entre ma famille et un homme nommé Pierre Laurent. Quelque chose lié à un incident il y a environ 30 ans. Faites-le rapidement. »« Bien sûr, monsieur Chevalier, je m'en charge. » Marc raccrocha et s'adossa dans son fauteuil, le regard fixé sur le plafond. Il savait que la vérité qu'il cherchait risquait de le détruire, mais il ne pouvait plus fuir. Une rencontre avec le passé. De l'autre côté de Paris, Pierre retournait à son refuge habituel, une petite alcôve sous un pont près de la Seine. Le bruit apaisant de l'eau était sa seule compagnie. Il s'assit sur un vieux matelas, ses pensées troublées par la confrontation avec Marc. Il n'avait pas trouvé de réconfort en parlant, seulement une douleur renouvelée. Sortant la photographie de Sophie, il murmura doucement « Ma petite, je t'ai promis de ne jamais oublier. Je n'ai pas oublié. Mais lui, il doit se souvenir. » Un bruissement derrière lui le fit sursauter. Une silhouette émergea de l'ombre. C'était François, le commerçant bienveillant qui l'aidait parfois. « Pierre, tout va bien ?» demanda François en s'approchant. Pierre hocha lentement la tête. « Je lui ai parlé, Marc Chevalier. Je lui ai dit ce qu'il devait entendre. Mais ça ne change rien. Sophie n'est pas là. » François s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Peut-être pas, mais parfois, dire la vérité est la première étape
pour trouver la paix. Pierre regarda François, les yeux pleins de larmes retenues. Et s'il ne fait rien, s'il continue à fuir, François haussa légèrement les épaules. Alors c'est lui qui portera ce poids, pas toi. Les recherches d'Élodie. Dans son bureau, Élodie fouillait dans les archives numériques de l'entreprise Chevalier. Elle n'avait jamais vu Marc aussi troublé. Cela la poussait à redoubler d'efforts, même si elle n'avait aucune idée de ce qu'elle cherchait exactement. Enfin, un fichier attira son attention, intitulé « Accord familial confidentiel ». Laurent, il était verrouillé par un ancien système de sécurité. En quelques minutes, elle réussit à l'ouvrir. Ce qu'elle trouva à l'intérieur la fit se figer. Des détails précis sur un incident impliquant un enfant, une transaction importante en faveur d'un certain Pierre Laurent et une clause stipulant que toute information devait rester strictement confidentielle. Élodie imprima le document et le glissa dans une enveloppe. Elle savait que ce qu'elle tenait entre ses mains allait changer bien plus que la journée de son patron. Cette nuit-là, à Paris, 2 hommes étaient enfermés dans leurs pensées, chacun face à un passé qui refaisait surface. Marc, dans son appartement de luxe, et Pierre, sous son pont solitaire. Mais tous deux savaient que cette confrontation n'était qu'un début. Des vérités enfouies depuis trop longtemps étaient sur le point d'éclater, et rien ne pourrait arrêter la tempête à venir. Chapitre 8. L'éclatement de la vérité. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel grisâtre, chargé de nuages lourds qui menaçaient de libérer une pluie d'automne. Dans son appartement luxueux, Marc Chevalier était assis à son bureau, les coudes posés sur le bois verni et les mains tenant sa tête. L'enveloppe qu'Élodie lui avait remise trônait devant lui, intacte. Il n'avait pas encore trouvé le courage de l'ouvrir, redoutant ce qu'il allait découvrir. Il inspira profondément, puis saisit l'enveloppe. Avec des gestes lents, il en déchira le haut et en sortit les documents. Ses yeux parcoururent les premières lignes, et une douleur sourde s'installa dans sa poitrine. Accord familial confidentiel, Pierre Laurent. Les mots résonnaient dans son esprit. Plus il lisait, plus les détails semblaient se transformer en poids écrasant. Une somme importante avait été versée à Pierre Laurent par la famille Chevalier en échange de son silence sur l'accident qui avait coûté la vie à Sophie. Les clauses étaient claires. Aucune poursuite judiciaire, aucune mention publique de l'incident. En échange, Pierre devait disparaître, effacé de la vie des Chevaliers. Marc sentit une vague de honte et de colère monter en lui. Comment ses parents avaient-ils pu décider d'enterrer un événement aussi tragique, d'acheter le silence d'un homme détruit? Et lui, comment avait-il pu vivre toutes ces années dans une ignorance confortable, construite sur la douleur de quelqu'un d'autre? Pierre, dans les rues de Paris. Pendant ce temps, Pierre arpentait les rues de la ville, ses pensées le ramenant sans cesse à Sophie et à Marc. Chaque bâtiment, chaque passage semblait lui rappeler un moment de son passé, une époque où sa vie avait encore un sens. Il s'arrêta devant une vieille école, celle où Sophie avait appris à lire et à écrire. Les souvenirs l'assaillirent comme une vague. Son sourire rayonnant en sortant de l'école, son enthousiasme pour la photographie et son regard plein d'amour lorsqu'elle le regardait. Pierre passa une main sur son visage, essuyant une larme qui avait roulé malgré lui. Il savait que le temps n'effaçait rien. Il se promit que cette vérité, qu'il avait portée seul pendant tant d'années, ne serait plus un fardeau uniquement sien. Marc devait porter sa part. La confrontation finale, Marc appela Pierre en début d'après-midi. La voix de l'homme d'affaires était calme, mais empreinte d'une gravité nouvelle. « Pierre, retrouvons-nous, pas dans mon bureau, pas dans un café. Un endroit neutre. »« Où ?» répondit Pierre avec méfiance. « Le Pont-Neuf, à 17h. » Pierre accepta sans hésiter. Il savait que ce rendez-vous marquerait un tournant, qu'il serait enfin face à un Marc conscient de la vérité. À 17h précise, les 2 hommes se retrouvèrent sous le ciel gris de Paris. La Seine coulait paisiblement sous leurs pieds, indifférente au tumulte intérieur qui agitait chacun d'eux. Pierre arriva le premier, vêtu de son manteau usé, une fois de plus tenant la photographie de Sophie dans sa main. Marc arriva peu après, vêtu de manière élégante, mais son visage était marqué par une tension inhabituelle. Ils se regardèrent en silence pendant un moment. Puis, Marc rompit le silence. « J'ai lu les documents, j'ai tout compris. » Pierre hocha la tête, mais ne répondit pas immédiatement. Il attendait plus, quelque chose de plus profond. « Je suis désolé, Pierre. » Les mots semblaient lourds, chargés de sincérité, mais insuffisants face à des décennies de souffrance. Pierre haussa les épaules, le regard dur. « Désolé, cela ne suffit pas, Marc. » Fille, vous avez peut-être compris ce que votre famille a fait, mais comprendre ne suffit pas. Vous devez agir. Marc hocha la tête, conscient que Pierre avait raison. Il plongea sa main dans la poche de son manteau et en sortit un carnet noir. J'ai décidé de faire quelque chose. Cette photo, ce souvenir, ne peut pas rester enfoui. Je vais créer une fondation en mémoire de Sophie. Une organisation pour aider les familles détruites par des tragédies comme celle-ci. Pierre regarda Marc, ses traits se radoucissant légèrement. C'était un début,
mais il savait que rien ne pourrait vraiment réparer ce qui avait été brisé. Pourtant, l'idée de Sophie laissant un héritage dans ce monde lui apportait une petite lueur de réconfort. « Si vous le faites, faites-le pour elle, pas pour vous absoudre », murmura Pierre. Marc acquiesça. Ils restèrent là, côte à côte, regardant la scène, chacun perdu dans ses pensées. Le poids du passé ne disparaîtrait jamais complètement, mais peut-être, juste peut-être, le futur pourrait-il apporter un semblant de paix. Le jour s'estompa doucement et Paris continua de vivre, comme elle le fait toujours. Mais pour ces deux hommes, un chapitre venait de se fermer et un autre, rempli de promesses incertaines, venait de s'ouvrir. Chapitre 9. Les promesses du lendemain. Le ciel de Paris se teintait d'orange et de rose, alors que le soleil disparaissait derrière les toits haussmanniens. Sur le pont Neuf, Pierre et Marc restèrent immobiles, observant la lumière changeante sur la Seine. L'atmosphère semblait suspendue, comme si le temps leur offrait un répit après cette confrontation. Mais la réalité, avec tout son poids, ne tarderait pas à les rattraper. Pierre fut le premier à briser le silence. Une fondation pour Sophie, c'est un bon début, Marc, mais ce n'est pas suffisant. Marc détourna les yeux de la rivière pour fixer Pierre. Alors quoi? Que voulez-vous de moi? Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Pierre inspira profondément, son regard fatigué mais déterminé. Ce n'est pas moi qui dois entendre vos excuses. Ce sont ceux qui, comme moi, ont perdu quelqu'un, ceux qui n'ont jamais eu de justice. Marc fronça les sourcils, se sentant une fois de plus accusé. Mais en lui, une part comprenait que Pierre avait raison. Que voulez-vous dire? Pierre se tourna complètement vers Marc, sa silhouette abîmée par le temps contrastant avec la posture droite et soignée de l'homme d'affaires. Vous avez les moyens, Marc. Moyens. Vous avez une voix que le monde écoute. Utilisez-les pour faire quelque chose de bien. Donnez un sens à cette tragédie. Pas seulement pour Sophie, mais pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance. Marc resta silencieux, réfléchissant à ce que Pierre venait de dire. C'était une demande qu'il n'avait jamais anticipée, mais qui semblait pourtant juste. Un retour à l'action. Le lendemain matin, dans son bureau habituellement silencieux, Marc reçut Élodie. Son assistante remarqua immédiatement un changement dans son attitude. Il n'avait pas l'air accablé comme la veille. Il semblait décidé. « Élodie, annulez mes réunions de l'après-midi. Je veux que vous preniez contact avec l'association des familles victimes d'accidents non résolus. Je veux leur parler. Aujourd'hui. » Élodie cligna des yeux, surprise. « Bien sûr, monsieur Chevalier. Mais puis-je demander pourquoi ?» Marc s'arrêta un instant, regardant par la grande baie vitrée qui donnait sur Paris. « Parce que c'est la bonne chose à faire. » Élodie esquissa un sourire discret. Elle ne posa pas d'autres questions, se mettant immédiatement au travail. Pierre, à la recherche d'un nouveau souffle. Pendant ce temps, Pierre retournait à son refuge habituel sous un pont près de la Seine. Mais cette fois, il sentait une légère différence en lui, une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il s'assit sur son vieux matelas et sortit la photographie de Sophie. « Ah, tu vois, ma petite, il se souvient. Peut-être que cela changera quelque chose. Peut-être que ta mémoire ne sera plus un poids que je porte seul. » François, le commerçant qui l'aidait parfois, arriva avec un thermos de café chaud et un sac rempli de pain frais. « Alors Pierre, comment ça s'est passé ?» Pierre haussa les épaules, un sourire fatigué sur les lèvres. « Je crois qu'il a compris. Il veut agir, faire quelque chose de bien. Mais tu sais, François, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. » François s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Et pour toi, Pierre, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Pierre resta silencieux un moment, puis regarda la scène. « Je veux juste pouvoir respirer à nouveau. » La première pierre d'une fondation. Quelques semaines plus tard, Marc Chevalier organisa une conférence de presse dans un hôtel prestigieux de Paris. Sous les projecteurs, il annonça officiellement la création de la fondation Sophie Laurent, dédiée à la mémoire de toutes les victimes d'injustice et aux familles qui, comme Pierre, avaient été abandonnées par le système. Pierre, assis dans un coin discret de la salle, observa Marc parler avec sincérité. Ce n'était pas une réparation, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'histoire de Sophie pourrait continuer à vivre. Non pas comme une tragédie oubliée, mais comme une source de lumière pour d'autres. Alors que les journalistes se dispersaient et que Marc quittait la scène, leurs regards se croisèrent à travers la salle. Aucun mot ne fut échangé, mais dans ce silence, un accord tacite se forma. Marc avait trouvé une voie pour racheter son passé. Pierre, lui, pouvait enfin laisser son fardeau s'alléger. La nuit tomba sur Paris, mais pour ces deux hommes, c'était un nouveau jour qui commençait. Chapitre 10, une lumière dans l'obscurité. La fondation Sophie Laurent commença à prendre forme. Installée dans un ancien bâtiment haussmannien du 7e arrondissement, elle devint rapidement un lieu de rassemblement pour des familles brisées et des individus cherchant du soutien. Les premières initiatives incluaient des groupes de parole, un soutien juridique et une plateforme pour dénoncer les injustices enfouies. Marc Chevalier, malgré son emploi du temps chargé, participait activement à chaque étape,
s'assurant que la fondation reflète l'esprit de la mémoire de Sophie. Un matin, alors que Marc passait dans les bureaux pour rencontrer l'équipe, il fut surpris de voir Pierre, assis dans un coin de la salle principale. Le vieil homme regardait les murs, où des photos de familles aidées par la fondation avaient été accrochées. Ses traits, d'ordinaire fatigués, semblaient marqués par une paix nouvelle. Marc s'approcha doucement. « Pierre, je ne m'attendais pas à vous voir ici aujourd'hui. » Pierre tourna la tête, un léger sourire éclairant son visage. « Je voulais voir ce que vous avez construit. C'est beau. » Sophie aurait aimé ça. Marc hocha la tête, sentant un mélange d'humilité et de fierté. « Tout cela n'aurait pas été possible sans vous. Vous m'avez forcé à ouvrir les yeux. » Pierre haussa les épaules, regardant à nouveau les photos sur le mur. « Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle était votre amie. Et elle méritait d'être honorée. » Un souvenir partagé, Marc invita Pierre à s'asseoir dans l'un des petits salons de la fondation, loin de l'agitation des visiteurs et des employés. Là, pour la première fois, Marc parla librement de ses souvenirs d'enfance. Il évoqua les jours passés à jouer avec Sophie, ses rires et son énergie débordante. Pierre, bien qu'au début réticent, partagea également ses propres souvenirs, peignant un portrait plus complet de la petite fille qui avait marqué leur vie. « Elle avait un don pour voir la beauté dans les petites choses, » dit Pierre, un sourire triste sur les lèvres. Un simple rayon de soleil à travers les feuilles, une flaque d'eau qui reflétait le ciel. Elle transformait tout en poésie. Marc hocha la tête. « Je me souviens qu'elle voulait devenir photographe. Elle parlait toujours de voyager, de capturer le monde avec son appareil. » Un silence tomba entre eux, mais ce n'était pas un silence lourd. C'était une trêve, une reconnaissance mutuelle de la perte qu'ils partageaient. Un héritage vivant. Les mois passèrent, et la fondation Sophie Laurent gagna en visibilité. Elle organisa des campagnes de sensibilisation, obtint des financements pour élargir ses activités, et devint une référence en France pour les familles en quête de justice. Lors d'un événement caritatif, Marc annonça un projet spécial, une bourse pour jeunes photographes dédiée à la mémoire de Sophie. Pierre, invité d'honneur de cet événement, fut touché par cette initiative. Il se leva, légèrement hésitant, pour prendre la parole devant les invités. Sophie aurait été fière de voir tout cela. Elle croyait en la bonté des gens, même quand le monde semblait cruel. Merci à tous ceux qui ont transformé une tragédie en espoir. L'émotion dans la salle était palpable. Les applaudissements résonnèrent longtemps après que Pierre se soit rassis. Une paix retrouvée. Quelques semaines après l'événement, Pierre reçut une lettre de la Fondation. Marc l'avait écrite à la main. « Pierre, ce que nous avons fait ensemble n'effacera jamais la douleur, mais cela m'a permis de comprendre que les cicatrices, bien qu'elles ne disparaissent pas, peuvent devenir des symboles de force. Sophie vit à travers cette fondation et à travers nous. Merci de m'avoir donné une chance de me souvenir et de me racheter. Avec toute ma gratitude, Marc. » Pierre lut la lettre plusieurs fois, assis sur son vieux banc près de la Seine. Il regarda l'eau scintillante sous le soleil, tenant la photographie de Sophie dans ses mains. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit un poids se lever de sa poitrine. Il murmura doucement « Merci ma petite, tu es toujours là. » Et tandis que Paris continuait de bruire autour de lui, Pierre ferma les yeux, laissant un sourire paisible éclairer son visage. Pour Marc et Pierre, la mémoire de Sophie avait cessé d'être une douleur isolée pour devenir un pont entre eux et le monde. Et, au fil des jours, ce pont devenait une source d'inspiration pour des milliers d'autres. Chapitre 11. Les ponts de la réconciliation. L'automne laissait place à un hiver doux à Paris. La fondation Sophie Laurent continuait de grandir, attirant des soutiens et amplifiant son impact. Dans les rues, les décorations de Noël illuminaient la ville, rappelant aux passants la chaleur de la saison. Mais pour Pierre et Marc, cette période marquait bien plus qu'une simple fête. C'était un moment de transition, où les blessures du passé s'étaient lentement transformées en pont vers un futur porteur de sens. Pierre face à son passé. Pierre, bien que soulagé de ne plus porter seul le poids de son histoire, ressentait encore l'appel de son passé. Un jour, il décida de retourner dans la petite ville où il avait vécu avec Sophie avant que tout ne s'écroule. Avec l'aide de Marc, il obtint un billet de train et fit le voyage, emportant avec lui la photographie précieuse et une légère appréhension. Arrivé dans cette ville qu'il n'avait pas vue depuis 30 ans, Pierre fut assailli par une vague de souvenirs. La boulangerie où Sophie aimait acheter des croissants, le parc où elle jouait, et surtout la maison qu'ils avaient partagée. Mais cette maison n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Les volets étaient fermés, le jardin à l'abandon. Pierre resta immobile devant le portail rouillé, les larmes aux yeux. Pourtant, au lieu de se laisser submerger, il sortit la photographie de Sophie et murmura doucement « Nous sommes revenus, ma petite, ensemble. » Il se promit alors de revenir un jour et de restaurer ce lieu, non pas comme une simple maison, mais comme un refuge pour les enfants sans foyer. Ce projet germait déjà dans son esprit, alimenté par l'idée que la mémoire de Sophie devait continuer à offrir un abri,
et de l'espoir. Marc en quête de rédemption. De son côté, Marc continuait de s'investir dans la fondation. Cependant, son propre voyage de rédemption n'était pas terminé. Chaque jour, il se battait contre le sentiment de culpabilité qui le rongeait encore. Bien qu'il ait entrepris des actions concrètes, il savait qu'il devait faire face à une vérité encore plus profonde, son rôle dans l'effacement de Sophie de sa propre mémoire. Un soir, Marc se rendit dans la maison familiale de ses parents, située dans une banlieue aisée de Paris. Sa mère, désormais veuve, l'accueillit avec un sourire chaleureux mais réservé. « Marc, quelle surprise! Tu aurais dû prévenir. J'avais besoin de réponses, maman, répondit-il directement, sans détour. Sa mère, visiblement troublée, l'invita à s'asseoir dans le salon. « Réponse à quoi, mon chéri ?» demanda-t-elle, bien qu'elle semblait déjà deviner où il voulait en venir. « Sophie, pourquoi l'avoir effacé? Pourquoi avoir payé Pierre pour qu'il disparaisse? Et pourquoi m'avoir menti pendant toutes ces années ?» Le visage de sa mère se figea. Elle posa sa tasse de thé sur la table basse, ses mains tremblantes. « Marc, nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour toi. Tu étais si jeune, nous avons voulu te protéger de ce traumatisme. »« Me protéger ?» répliqua Marc, la voix pleine d'amertume. « Vous ne m'avez pas protégé. Vous m'avez privé de la vérité, de la possibilité de comprendre ce qui s'était passé. Et vous avez détruit la vie de cet homme dans le processus. » Sa mère baissa la tête, incapable de répondre. « Ce n'est pas seulement Pierre ou Sophie qui ont souffert. Moi aussi, maman. Et maintenant, je dois réparer ce que vous avez brisé. » Marc se leva, le regard fixé sur sa mère. Malgré la colère qui grondait en lui, il se força à ajouter « Je ne suis pas ici pour vous condamner. Mais je ne peux plus porter le poids de vos décisions. C'est à moi de tout reconstruire. » Une lumière nouvelle. Quelques jours plus tard, Pierre reçut un appel inattendu de Marc. « Pierre, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Vous aviez raison. La fondation ne peut pas être le seul héritage de Sophie. Nous devons aller plus loin. »« Que proposez-vous, Marc ?» répondit Pierre, intrigué. « Je veux que nous achetions cette maison, votre ancienne maison, et que nous la transformions en quelque chose de significatif. Un lieu pour accueillir les enfants, les familles en difficulté. Un endroit où la mémoire de Sophie continuera de briller. » Pierre resta silencieux un moment, ému par cette proposition. « Si c'est pour elle, Marc, alors, je suis avec vous. » La maison de Sophie. Quelques mois plus tard, l'ancienne maison de Pierre et Sophie fut entièrement restaurée. Rebaptisée la maison de Sophie, non. Elle devint un centre d'accueil pour enfants en difficulté, offrant un toit, de l'éducation et une chance de rêver à un avenir meilleur. Lors de l'inauguration, Marc et Pierre se tinrent côte à côte, observant les rires et l'énergie des enfants qui couraient dans le jardin. « Elle aurait adoré ça », murmura Pierre, un sourire sincère sur les lèvres. Marc acquiesça, les yeux fixés sur les enfants. Sophie aurait voulu que son souvenir apporte de la lumière, pas des ombres. Et grâce à vous, Pierre, c'est exactement ce qui se passe. Pour la première fois depuis 30 ans, Pierre sentit un apaisement profond. La mémoire de Sophie n'était plus une douleur isolée, mais une source de vie et d'espoir. La nuit tombait sur Paris, mais les lumières de la maison de Sophie brillaient comme une étoile dans l'obscurité, rappelant que même les tragédies les plus profondes peuvent engendrer quelque chose de beau et d'éternel. Chapitre 12. L'héritage éternel. Des mois s'écoulèrent depuis l'inauguration de la maison de Sophie. L'institution devint rapidement un symbole d'espoir pour les familles démunies et les enfants abandonnés. Elle accueillait des rires, des pleurs, mais surtout des histoires de résilience et de renaissance. Pierre et Marc, bien qu'ayant des chemins de vie très différents, se retrouvèrent souvent côte à côte, travaillant ensemble pour maintenir cette flamme vivante. Pierre, un homme transformé. Pour Pierre, la vie avait repris un sens qu'il pensait à jamais perdu. Chaque matin, il arrivait tôt à la maison, saluant les enfants et partageant avec eux ses souvenirs de Sophie. Il leur montrait les bases de la photographie, utilisant l'appareil photo que Sophie chérissait autrefois. Les enfants, fascinés, l'appelaient affectueusement « Papy Pierre ». Un jour, alors qu'il aidait une jeune fille à cadrer une photo du jardin, elle se tourna vers lui avec un sourire radieux. « Pourquoi vous faites tout ça, Papy Pierre ?» demanda-t-elle. Pierre resta silencieux un instant, regardant le ciel dégagé. « Parce qu'un jour, quelqu'un a illuminé ma vie, et maintenant, c'est à mon tour de faire briller la vôtre. » La petite fille hocha la tête, comme si elle comprenait instinctivement la profondeur de ces mots. Marc, un homme en quête d'équilibre. De son côté, Marc poursuivait son chemin de rédemption. Bien que sa vie professionnelle continuât à prospérer, il s'assurait de consacrer une partie de son temps à la fondation et à la maison de Sophie. Chaque décision qu'il prenait désormais portait en elle un écho de cette promesse qu'il avait faite à Pierre et à lui-même. Honorer Sophie. Un jour, lors d'une réunion avec l'équipe de direction de la fondation, Élodie, son assistante fidèle, fit une remarque qui le surprit. « Vous avez changé, monsieur Chevalier. Vous semblez plus humain. » Marc sourit,
un sourire sincère, presque timide. Peut-être parce que, pour la première fois, je sens que ce que je fais a un véritable sens. Un moment de communion. Lors d'une soirée d'hiver, la maison de Sophie organisa une fête pour célébrer les fêtes de fin d'année. Les enfants jouaient dans le jardin illuminé de guirlandes, tandis que les adultes partagèrent des histoires et des rires autour de boissons chaudes. Pierre et Marc, assis sur un banc près d'un arbre décoré de lumière, regardèrent la scène avec une satisfaction tranquille. « Tu sais, Marc, dit Pierre doucement, utilisant pour la première fois le tutoiement, je ne pensais pas que j'arriverais un jour à trouver la paix. Mais grâce à elle, et grâce à ce que nous avons construit, je peux enfin respirer. » Marc tourna la tête vers lui, touché par ces mots. « Et moi, Pierre, je ne pensais pas que je pourrais un jour réparer ce que ma famille a détruit. Mais grâce à toi, j'ai appris que réparer ne signifie pas effacer, mais transformés. » Ils restèrent en silence un moment, observant les enfants courir autour d'eux. Une lettre de Sophie. Quelques jours après la fête, Pierre retrouva dans ses affaires une lettre qu'il avait oubliée. Écrite par Sophie peu avant l'accident, elle était soigneusement pliée et légèrement jaunie par le temps. Tremblant, il la déplia et lut ces mots d'un autre temps. « Papa, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es mon héros. Un jour, je veux être comme toi, quelqu'un qui rend le monde plus beau. Si je peux capturer la lumière avec mon appareil photo, c'est grâce à toi. Avec tout mon amour, Sophie. » Pierre, les larmes aux yeux, relut ces mots plusieurs fois. Il n'était pas un adieu, mais une promesse qu'il avait finalement tenue. L'héritage de Sophie. La maison de Sophie devint une institution emblématique, non seulement à Paris, mais dans toute la France. Elle symbolisait la capacité de transformer une tragédie en une force pour le bien. Pierre, jusqu'à ses derniers jours, continua à être une figure centrale de ce projet, tandis que Marc s'efforçait de perpétuer cet héritage avec sincérité et dévouement. Lorsque Pierre quitta ce monde paisiblement, entouré des enfants qu'il avait aidés, Marc prit sur lui de continuer à faire vivre cette lumière. Lors de la cérémonie en mémoire de Pierre, il lut les derniers mots que Pierre lui avait confiés. « Sophie m'a appris que même dans les ténèbres, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est à nous de la transmettre. » Un Paris transformé. Les années passèrent, mais la maison de Sophie resta un phare d'espoir pour des milliers de personnes. À travers elle, Sophie vivait encore, non seulement dans le souvenir de ceux qui l'avaient connue, mais dans les cœurs de ceux qui bénéficiaient de cet héritage. Et chaque fois que Marc traversait le pont Neuf ou passait devant la maison de Sophie, il levait les yeux vers le ciel, se rappelant que la rédemption est un voyage et que, parfois, même dans la perte, on peut trouver un sens.